ainsi de suite, si on voulait héberger son site web quand une panne matérielle arrivait. Voilà. J'ai fait à peu près 5 ans sur Paris, bossé chez certains ISP. Ensuite, je suis parti en Irlande. Là, j'ai aussi bossé plus du développement web. Et puis, je suis rentré dans une petite boîte. À l'époque, on était un peu moins de 800, qui s'appelle Google, où j'ai appris pas mal de choses. Appris le fait que c'est pas qu'est-ce qu'on fait si ça plante, mais qu'est-ce qu'on fait quand ça plante. C'est-à-dire que forcément, quand on a plusieurs dizaines, centaines, à la fin, quand je suis parti, il y avait à peu près 500 000 serveurs. Forcément, il y en a des barrettes de RAM qui claquent tous les jours, forcément. Donc la résilience se fait par le nombre. Et à partir de à peu près 2006-2007, j'ai commencé à bosser en tant que quelque chose qui se rapproche de ce qu'on fait, ce qu'on appelle maintenant DevOps, c'est-à-dire toute la partie Ops avec la liaison jusqu'au développeur, c'est-à-dire prendre en gros toute la partie CI. Donc les développeurs font du code, check du code dans un repo, et au bout d'un moment, ce code arrive sur des serveurs en production qui, eux, prennent du vrai trafic. Donc j'ai bossé à la fois pour des petits studios indépendants qui faisaient du site web événementiel, des choses qui passent de 0 à 300 000 visiteurs par jour dans la nuit, des choses comme ça. Et là, depuis 5 ans à peu près, je viens de faire deux sociétés, donc là qui se rapprochent beaucoup plus du sujet. La première, Rubix, qui s'appelle maintenant Elona, je crois, qui font des nez connectés. Donc c'est l'IoT, c'est du recueil de données par capteur, et derrière la présentation aux utilisateurs. Et là, plus récemment, donc ZenChef. Donc on fait de la réservation de tables en restaurant. Donc en gros, si vous allez manger au Bibent, au Florida, ou à la Compagnie des Pergots qu'on vient de signer là récemment. En gros, ça passe par notre plateforme. Donc on est le Doctolib du restaurant. À la petite différence, c'est qu'on n'a pas de portail public. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller sur notre site pour voir l'ensemble des restaurants. On est plugué sur le site web de chacun des restaurants comme un canal de communication et de prise de rendez-vous qui peuvent se faire à la fois donc sur des sites web, via des widgets sur Google. Vous avez, sur Google Maps, vous avez la fiche du restaurant et vous pouvez faire « je réserve ». Voilà, derrière, ça repasse par nous, ou même par téléphone, vous appelez le restaurant et il rentre la résa, et il vérifie surtout l'état de ses disponibilités dans son interface. Donc on est vraiment le logiciel de gestion de la partie réservation du restaurant. Donc vous voyez, depuis 2007 à peu près, j'ai commencé à faire de l'AWS. Donc avec, à l'époque, il n'y avait pas grand-chose, c'était en gros de la machine virtuelle. Il y avait des EC2, S3, voilà, grosso modo, il y avait que ça. Donc, on fait avec, hein. On invente soi-même les services qui vont autour. Donc, par exemple, il n'y avait pas d'équilibreur de charge, il n'y avait pas de système de failover. Bon, on les invente avec des manips en DNS pour essayer que le trafic circule toujours. Je vais vous parler un petit peu, vous donner une vision actuelle de ce qui existe en termes de fournisseurs de cloud. Tout le monde connaît AWS, je pense. Oui. Donc c'est les premiers à vraiment avoir vendu du cloud sur ce système-là, où vous rentrez la carte bleue et vous êtes prélevé tous les mois de votre consommation. Depuis, beaucoup d'autres ont essayé de suivre sur des voies différentes. Alors il y a les gros, hein, les deux autres gros qui sont Google et Microsoft, donc qui eux aussi ont essayé d'aller dans des offres avec énormément de briques logicielles fournies. Et en parallèle, a aussi grossi les OVH, Hetzner et ainsi de suite, qui eux se sont
limité, on va dire, à de la location de machines physiques ou machines virtuelles avec une partie de réseau associée et qui commence à rajouter des briques chacune pour déléguer une partie de l'activité d'Ops vers en interne. Donc on achète un service au lieu d'avoir à le fabriquer. Là-dessus se sont greffés aussi des gens type, on peut commencer avec Heroku, je pense que ça a été un des premiers qui, eux, vous prennent votre application, directement, vous leur poussez le code et ils le font tourner. Vous n'avez aucune idée de combien il y a de machines, vous avez, voilà. Par contre, sur un périmètre restreint, c'est-à-dire que le nombre de features disponibles, c'est en gros PHP MySQL. J'exagère un petit peu, mais voilà. Le périmètre dans votre application est restreint par ce que peut fournir la plateforme. Donc on peut citer les Vercel et ainsi de suite. Dessus, on peut aussi passer à des gens type Clever Cloud qui vous font un petit peu la même chose, alors avec plus de plus de features qui vous accompagnent beaucoup plus. Donc voilà, un petit peu le panorama de ce que vous pouvez avoir en termes professionnels. Je ne vais pas m'étendre sur la partie plus cloud orientée bureautique qui peut être voilà, le Office 365, le Google Workplace, je crois, ça s'appelle comme ça. Enfin, voilà, ces offres-là qui sont vraiment orientées bureautique, stockage de documents. Je parle vraiment de la partie, vous êtes une entreprise, vous avez des logiciels métiers que vous avez besoin d'héberger quelque part. Qu'est-ce que c'est que l'indépendance ? L'indépendance vis-à-vis, en tant que société, l'indépendance vis-à-vis de ses fournisseurs et l'indépendance aussi vis-à-vis de ses clients. Je ne vais pas raconter l'histoire aujourd'hui de Scopelec qui faisait 90% de son chiffre d'affaires avec un seul client et qui, quand les relations tournent mal, se retrouve très en difficulté. Mais dans l'autre sens, c'est aussi le cas. C'est-à-dire que quand vous hébergez et que vous décidez de faire tourner votre infrastructure et votre logiciel métier chez un fournisseur de cloud, vous êtes aussi à la merci de tout un tas de problèmes ou d'interactions avec ce fournisseur. Ça peut être tout bêtement des problèmes financiers, de coûts. En ce moment, là, avec l'augmentation du prix de l'énergie, même si le prix de la bande passante continue à baisser, le prix de l'énergie augmente fortement. Pour l'instant, AWS n'a pas annoncé d'augmentation. Tous les gens qui, par contre, font de la vente de VM, que ce soit OVH, Hetzner et ainsi de suite, ont annoncé des augmentations de prix là assez conséquentes. Donc voilà, donc ça c'est une partie des contraintes qu'on peut avoir. Ça peut être aussi des problèmes de CGU. Il y a de temps en temps des fournisseurs qui vont mettre des lignes dans leur CGU. En 12e paragraphe, il y a quelque chose qui d'un coup vous pose problème. Peut vous poser problème parce que la tournure n'est pas très explicite, vous dit que vous pouvez être potentiellement éjecté de la plateforme parce qu'une partie de votre activité ne correspond pas à ces CGU. Donc voilà, donc ça c'est un deuxième risque, c'est d'être éjecté pour une raison, enfin que le fournisseur vous dise désolé, je veux plus de vous pour une raison X ou Y. Vous pouvez aussi vous retrouver en situation de concurrence. C'est-à-dire que vous-même, vous avez une activité publique et d'un coup, votre fournisseur se met à fournir le même service. Si vous êtes chez AWS et que vous montez une librairie, généralement, ça vous savez d'où ils viennent. Mais Google, par exemple, pour nous, se lance, pour nous ZenChef, à toute la partie interaction avec la partie bookings, voilà. Que ce soit pour les hôtels, les chambres d'hôtel ou
ou les couverts en restaurant, voilà, il y a une partie problématique où, à un moment, notre fournisseur devient aussi potentiellement un concurrent. Donc, est-ce qu'on reste avec lui? Comment, voilà, est-ce que, comme on est concurrent le jour où il y a un problème technique, ben, il va faire en sorte de ne pas forcément vous redémarrer plus vite que les autres, et ainsi de suite. Oui. Donc vous voyez un petit peu toute la plage de problématiques qu'il y a à effectivement utiliser un gros fournisseur de cloud pour l'ensemble de ses services. Derrière, bien évidemment, pourquoi on y va? Pourquoi on y va? Parce qu'on y trouve une certaine facilité. Je vais parler par exemple d'AWS et tous les services managés. Vous prenez un serveur, je ne sais pas, un service le MySQL managé, Aurora, qui derrière, vous n'avez rien à faire. On vous donne un login, password pour vous connecter à votre base de données. Vous mettez les données que vous voulez dedans. Le serveur derrière, il tombe, il y a un problème de RAM. Vous en fichez complètement. L'IP, elle change d'un cluster à un autre, et ainsi de suite. Vous en fichez complètement. Vous avez un service qui est entièrement géré. Et donc, c'est du temps d'administration que vous n'avez plus à faire. Donc, c'est pour ça qu'on y va. Généralement, il y a un coût associé qui est légèrement supérieur à si vous le faisiez vous-même, mais forcément, vous avez des coûts en moins en termes d'administration, non seulement en termes de coûts d'administration, mais en termes de disponibilité aussi. C'est-à-dire que, vous savez tous, hein, vous voulez un vrai support 24/7, vous avez besoin de 5 personnes pour pouvoir assurer continuellement. Là, vous pouvez vous passer de ce service-là en espérant que, voilà, si la partie applicative ne bug pas, le reste derrière fonctionnera avec grosso modo le niveau de SLA que votre fournisseur vous procure. Il y a dans cette problématique d'indépendance, il y a aussi toute la partie propriété de la donnée. Enfin, propriété, ça c'est à peu près réglé, mais comment la mettre en pratique? C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver avec aussi la problématique d'avoir vos données dans des silos dont vous êtes incapable de récupérer le contenu ou de récupérer dans des délais cohérents. J'ai l'exemple par exemple de... je ne sais plus comment ça s'appelle le produit d'AWS, mais SimpleDB, je crois, où effectivement... vous pouvez rentrer de la donnée, vous la rentrez, vous l'interrogez par ID et il n'y a aucun problème. Par contre, le jour où vous voulez tout récupérer, je crois que récemment, j'avais voulu faire un test sur... j'ai un système d'URL shortener, vous voyez, un Bitly équivalent là, pour en interne. Je crois qu'il me fallait plus de 72 heures pour récupérer l'intégralité de mes données. Si je voulais réhéberger le système ailleurs, il me fallait que je récupère l'intégralité de la base de données, on va dire. Et il me fallait plus de 72 heures pour récupérer ça. Vous voyez un petit peu la problématique de si les relations se passent mal, en combien de temps je suis capable d'en sortir. Ça, c'est vraiment des points importants. Ça peut se passer mal pour des raisons que j'ai évoquées, mais aussi pour un problème de panne. Si votre fournisseur est, alors pas un très gros, et va mettre très longtemps à réagir, si voilà, si vous n'avez pas de backup à l'extérieur des data centers d'OVH à Strasbourg, voilà, donc non, mais AWS, il y a généralement une belle panne par an. Récemment, j'ai eu un problème, c'est tout bête, hein, mais un problème de DNS chez eux qui se propageait pas. Le problème, c'est que j'ai mes instances qui s'enregistrent dans le DNS interne, en fait, une zone interne et mon load balancer qui scanne cette zone interne pour savoir où envoyer le trafic. Ben, pendant plus d'une heure, je crois, je me suis retrouvé à plus pouvoir scaler. Donc j'avais mes instances qui étaient là, j'arrivais à leur envoyer du trafic, mais elles sont montées en charge et j'avais beau en démarrer des nouvelles, les nouvelles, elles ne prenaient pas le trafic. Donc vous voyez, et là, au bout de combien de temps vous commencez à vouloir basculer ailleurs, essayer de continuer à servir pour vos clients. Donc là, on a dressé un petit peu
les différentes problématiques et avantages d'utiliser des gros services de cloud. Je vais parler essentiellement d'AWS, mais voilà, ça s'applique à tous. Et on va voir comment essayer de s'en préserver et de garder un maximum de billes dans ses mains sans avoir forcément une équipe d'administrateurs système à 5 personnes et d'avoir physiquement ces machines dans son sous-sol, parce que ça a aussi, bien évidemment, ses problèmes. Le plus important, c'est vraiment, je pense, d'être soi-même en grande compréhension de ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire d'avoir de bien comprendre où vous allez entre la partie « je code » et la partie « j'ai du trafic utilisateur sur l'applicatif ». C'est-à-dire que potentiellement séparer en fait chacune des étapes chez un fournisseur différent, ce qui vous permet, en cas de problème, vous aurez un problème chez un fournisseur et vous avez un petit bout à réparer, sachant qu'à chaque fois que vous avez changé de fournisseur, entre guillemets, enfin, vous passez les barrières d'un fournisseur à un autre pour un service, vous avez compris en fait comment se fait la transition. Donc vous repartez sur des bases connues. Et donc ma CI par exemple, donc j'ai du GitHub pour le code. J'utilise GitHub Actions qui me fait la partie compilation de mes applicatifs. Et derrière, il me les pousse sur des repositories AWS pour les images Docker générées. Donc là, j'ai une bonne compréhension de comment est envoyé mon code vers l'architecture de production. Ce n'est pas encore envoyé au run, mais au moins, voilà. Donc, si demain GitHub tombe, bah, chaque développeur a la copie du Git en local. Et derrière, il n'y a pas énormément de choses. Je sais faire moi-même en local le build et repousser sur ECR, donc la registrie des images. Donc là, voilà, c'est un exemple de j'utilise un fournisseur, mais je peux aussi le zapper parce que je sais le faire moi-même. Je sais le contourner le jour où GitHub est tombé, le jour, voilà. De même que derrière, mes images, c'est des images Docker, elles peuvent tourner n'importe où. Après, il faut l'orchestration autour, mais en tant que, il y a de l'indépendance dans le fait d'avoir ces images qui ne sont pas dépendantes de l'installation logicielle d'une plateforme ou d'une machine. Attention, j'ai 12 dépendances PHP et ainsi de suite installées. Non, là, vous avez une image Docker indépendante que vous êtes capable de runner n'importe où. Un deuxième gros conseil, c'est vraiment s'appuyer sur des standards de base, des standards opérables, c'est-à-dire voilà, des images Docker, des choses comme ça, qui vous permettent de faire tourner ailleurs. Si vous voulez, c'est un peu une répétition de la même chose. Oui, par exemple, le passage de paramètres dans vos images, vous montez une partie de système de fichiers avec toute la partie paramétrage de votre applicatif. Ça marche partout. Si vous utilisez des mécanismes d'injection d'environnement ou ainsi de suite, par contre, ça ne va pas être utilisable partout. Le troisième point, là, c'est vraiment plus dans la partie développement de l'application. Ça va être de bien identifier des fonctions, oui, on peut appeler ça des fonctions, des groupes fonctionnels ou qui vont être fournis par un logiciel, mais pour lesquels il en existe d'autres. Typiquement, bien coder avec un bus de messages. Je ne vais pas coder pour Kafka, par exemple, mais je code pour un bus de messages. Et ensuite, j'ai un adaptateur qui va dire que mon bus de messages actuellement est porté par Kafka. Et demain, je bascule sur un RabbitMQ, je bascule sur un SNS, je bascule sur une autre façon de fournir cette fonction logique de bus de messages. C'est vraiment, je crois, le plus important. Je vous raconterai un petit peu plus tard deux, trois portages comme ça qui ont été très intéressants. Vous codez pour une base NoSQL.
que ce soit un Mongo que vous opérez vous-même ou que ce soit du SimpleDB ou autre opéré par un fournisseur. Toujours une base NoSQL ou alors une base transactionnelle avec derrière, voire même une base de time series. Vous codez pour une time series en général, et ensuite vous avez un adaptateur pour votre implémentation spécifique chez votre fournisseur, si vous achetez le service chez eux. Donc ça, c'est vraiment le plus important. Et oui, CosmoDB, par exemple, chez Azure, qui fonctionne très bien, mais voilà, il faut vraiment avoir pensé en termes, j'ai une base NoSQL, et ensuite, derrière, je l'implémente. Et je finirai par et être capable aussi de monter vous-même un cluster d'une de ces briques. Savoir monter son propre cluster Mongo. Effectivement, c'est un petit peu compliqué, mais au bout d'un moment, vous saurez la différence qu'il y a entre je le fabrique moi-même, c'est-à-dire je loue des VM, je mets 3 serveurs et ainsi de suite, et j'achète le service. Ça va vous permettre à la fois de monter un petit truc en local si vous voulez, le monter sur des mini-instances Docker sur votre PC quand vous allez sur une présentation, ou donc chez les développeurs en local, dans votre intégration continue sur la partie testing, vous pouvez démarrer ça en local. Et ça va vous donner, en termes d'esprit, une indépendance. C'est-à-dire que vous savez que vous en êtes capable. Vous avez pris un choix à un moment de ne pas le faire parce que ça vous coûte, enfin de ne pas le faire, de ne pas l'utiliser en production parce que ça vous revient moins cher d'acheter le service. Mais par contre, vous savez qu'en cas de problème, vous êtes capable de le remonter vous-même. Et puis dernier petit point, faites très 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 attention à vos DNS. Gardez au maximum vos DNS chez la partie registrar chez quelqu'un et derrière la partie gestion chez un autre. Donc au moins vous avez cette possibilité de pouvoir sortir assez rapidement d'un service de cloud à un autre. À partir du moment où vous essayez de tout intégrer chez une seule personne qui vous fait à la fois registrar, serveur DNS et le reste du cloud derrière, si eux ont un problème, vous êtes vraiment la SLA que vous vendez à vos clients, vous pouvez l'oublier. Donc là, c'est vraiment séparer la partie registrie de la partie serveur de gestion, parce qu'avec la registrie, vous faites un changement de glue et en 2 heures, vous êtes sorti, même si le premier fournisseur était complètement down. Et pareil, si votre registrie, elle, par contre, tombe, c'est pas grave. Ça n'impacte pas votre trafic, ainsi de suite. Voilà. Donc voilà un petit peu en termes de conseils. Pour vous lister un petit peu des exemples quand même d'architecture que j'ai montée comme ça. Par exemple chez Rubix, donc la gestion des remontées de données de capteurs environnementaux. Non, il n'y en a pas eu d'installé ici. Bon, enfin, c'était des capteurs qui remontaient le taux de CO2, le taux d'ozone, la température, la luminosité, et ainsi de suite dans des pièces. Ou alors à l'extérieur, il y a eu des essais sur les allées Jean Jaurès. À un moment, il y a eu un arbre à algues qui avait été installé. Et donc, on avait installé aussi des capteurs à l'extérieur pour mesurer en fait, les effets de cet arbre à algues sur la pollution. Donc là, on avait, voilà, en termes de briques architecturales, on avait à la fois du cache applicatif, du bus de message, des time series, du NoSQL. Donc ça, c'était des services que j'avais finalement fabriqués pour la plateforme de production de base. Du load balancing aussi. Voilà. Et puis derrière, l'applicatif, c'était du Node et toute la partie worker, donc traitement des données quand elles arrivent. J'avais du Python et du Java qui processaient les flux et qui donc se connectaient sur le bus de message.
Chez ZenChef, on a donc du PHP Laravel pour le gros du code, mais ça veut dire à la fois la partie API, enfin la partie interactive. Il y a une partie asynchrone, donc worker, et une partie cron. Donc à chaque fois, c'est des clusters, enfin des ensembles de machines différentes qui font tourner le même code, mais qui sont en autoscale légèrement différents. On a du Node, on a des sites web en statique, par exemple. Complètement statiques, enfin qu'on build, et puis ensuite on les pose sur du S3 et ainsi de suite. De la base SQL et oui, encore du cache applicatif. Donc je vais revenir sur l'exemple chez Rubix, où donc l'ensemble de la plateforme de production officielle tournait sur... donc là, c'était des instances chez Hetzner, c'est le OVH allemand, hein, si vous connaissez pas, où j'avais tout monté moi-même, c'est-à-dire que le cluster Mongo, c'est moi qui l'avais monté, le cluster Kafka et ainsi de suite. Donc tout ça avec de l'Ansible, hein, donc assez facilement scalable, mais là, il y avait très peu de problématiques de montée en charge, puisqu'en fait le trafic était directement linéaire au nombre d'objets vendus. Donc grosso modo, d'une semaine sur l'autre, on pouvait savoir quelle allait être la charge, donc c'était pas très compliqué. Oui, à la différence de maintenant où la partie réservation au restaurant, je fais à peu près fois 35-40 entre 6h du matin et entre 11h50 et midi 10, c'est les périodes les plus chargées. Parce qu'en fait, sur le repas de midi, c'est beaucoup plus resserré que le soir, ça s'étale beaucoup plus. Donc chez Rubix, on avait donc cette infrastructure gérée par moi-même en interne sur des VM loués. Sauf que un de nos clients, donc, qui s'appelle SAP, a voulu équiper sa tour, une des tours qu'ils ont à Levallois de nos capteurs, mais il fallait absolument que ça tourne sur leur SAP Cloud Platform, SCP, qui était... je ne sais même plus sur quoi c'était basé, mais voilà, bon, ils avaient leur propre infrastructure de cloud. CloudFront. Non, pas CloudFront. CloudFusion, voilà, ça me revient. Le fait d'avoir une architecture complètement modulaire nous a permis de basculer chez eux. Donc, c'était plus du Kafka, ils fournissaient quelque chose qui était du RabbitMQ. La base de données, le Postgre n'avait pas les extensions time series. On s'est débrouillé autour. C'était du Mongo, quand même. Et par contre, la façon de faire tourner les applicatifs, j'étais plus sur des applicatifs qui tournent avec du trafic dans une VM, mais là, c'était entièrement managé. C'est-à-dire que je leur poussais un jar et ils se débrouillaient pour le faire tourner, sans que j'ai, moi, le contrôle des machines. Ça nous a pris en 3-4 semaines à deux pour être capable de porter ça, de comprendre cette nouvelle plateforme et d'être capable de faire tourner l'ensemble du logiciel là-dessus. Il y avait donc voilà, l'ensemble tournait pour tous ces devices qui étaient donc rattachés à ce cloud et qui poussaient dessus. On a eu la même problématique, alors là c'était un petit peu différent, c'est que des gens de chez Microsoft nous ont dit nous, votre produit nous intéresse, on vous veut dans notre Innovation Lab et ainsi de suite. Par contre, forcément, il faut que ça pousse sur Azure. Là, ça nous a pris en plein confinement à peu près 6 semaines. Mais, bon, pas mal d'allers-retours. Il y avait des problèmes de disponibilité de personnes pour nous aider et ainsi de suite. Mais voilà, en 6 semaines, on a porté l'applicatif. Et donc, ensuite, ce qui est important quand vous faites ça, c'est d'améliorer l'ensemble de votre code. Si vous avez des modifications à faire, elles doivent être intégralement portables. Et donc, derrière, vous changez le cœur de l'applicatif, vous redéployez sur l'ensemble des plateformes que vous avez. Et le dernier truc rigolo, c'est quelqu'un qui était... c'était où? Pas au Kazakhstan, mais je ne sais plus, mais enfin bon, qui était en Arménie.
sur une mine en Arménie, vous n'avez pas de liaison Internet correcte et ainsi de suite, et il a fallu déployer sur un NUC, tout petit NUC. Donc voilà, on a tout mis là-dessus, et donc on a fait tourner l'intégralité des services sur un petit NUC. Bon, quelques petits problèmes de performance, mais bon, il y avait 6 appareils, ça fonctionnait bien. 6 appareils qui poussaient, qui remontaient. Il y a des grosses problématiques de poussière là-bas, forcément, sur une mine à ciel ouvert. Il y a les tracteurs qui passent et ainsi de suite, mais c'était des énormes particules. Donc voilà. Donc si vous êtes, si vous comprenez l'intégralité de votre applicatif et de chacune des briques logicielles que vous faites ou que vous achetez ou vous fabriquez vous-même, vous êtes derrière capable de bouger. Voilà, là, je parle de portage, effectivement, mais si vous aviez besoin de sortir rapidement, vous reprenez les mêmes briques et vous êtes capable de vous remonter ailleurs, à la limite près que j'ai dit de la vitesse de sortie de données. Ça peut vraiment être la problématique. Là, actuellement, moi, on a une base de données donc chez ZenChef, chez la partie réservation. On a actuellement en base plus de 50 millions de réservations. Et la base fait 450, 500 gigas. Et je sais la sortir, je suis incapable de la remonter dans un temps inférieur au buffer de réplication chez AWS. Donc en fait, je suis incapable de remonter un slave qui sera capable de se remettre en synchro. Actuellement, il faut plus de 48 heures pour pouvoir remonter une instance de base de données avec les données dedans. Donc ça, c'est vraiment le gros point sur lequel je vais être obligé de travailler. Voilà. Je vais vous donner la parole, voir un petit peu ce que vous avez comme question sur vos problématiques actuelles et pourquoi vous étiez intéressé par cette conférence. Je ne sais pas s'il y a un deuxième micro ou... Merci beaucoup Thomas, c'est très, très intéressant. Je voulais savoir donc chez ZenChef, où sont hébergés tous vos différents services du coup? Nous, on est intégralement chez AWS actuellement. Donc on a donc du MySQL managé. On utilise le service ECS donc pour gérer les instances Docker en fait sur du Fargate. Donc c'est eux qui gèrent les machines derrière. Donc moi j'achète du temps CPU et du temps de RAM en fait. Voilà. La RAM est vraiment pas chère par rapport au CPU. Donc voilà, et tout est géré chez eux. Ah oui, il y a un dernier point auquel j'ai pas vraiment discuté, c'est toute la partie disaster recovery. Enfin, moi j'appellerais ça, dans notre problématique, c'est surtout service dégradé. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes planté, quand l'ensemble de votre système est planté, y compris planté par votre fournisseur de cloud. Là, par exemple, j'ai des serveurs chez OVH qui me font un extrait des bookings de la soirée, du jour et du lendemain, tous les jours, toutes les demi-heures pour chaque restaurant, sur des pages statiques qui sont générées et qui sont servies par une autre URL, pas sur le même domaine, avec des certifs SSL séparés et ainsi de suite, qui fait que et dans toutes les communications qu'on envoie, tous les mails qu'on envoie à nos clients, ils ont en bas un petit lien de secours. Et ils savent que si jamais notre plateforme principale est complètement down, ils peuvent cliquer sur le lien d'un de nos mails et ils iront sur une plateforme autre qui est capable de leur servir au moins l'état des réservations du jour et du lendemain. Question, par rapport au code aussi, on est souvent obligé, si on veut utiliser des services du fournisseur, d'avoir des dépendances sur des librairies du fournisseur. Typiquement AWS, si on écrit par exemple du code C#, on va avoir, si on veut utiliser un service spécifique d'AWS, on va être obligé d'avoir une dépendance sur... donc ça rend difficile la bascule après chez un autre hébergeur. Oui, alors...
Bon, par exemple, sur l'applicatif là, chez ZenChef, on n'a rien de ce style parce qu'on va s'interfacer uniquement avec des services qui ont eux-mêmes une interface standard. C'est-à-dire que pour me connecter au MySQL Manager, je n'ai aucune librairie spécifique AWS pour faire ça. Le seul endroit où on va avoir du spécifique AWS, ça va être par exemple, on a une partie SNS. Donc là, pour les messages, on utilise SNS pour renvoyer des messages vers iOS en fait. Sur les tablettes ou les téléphones sous iOS qui font tourner notre système pour pouvoir faire ça marche mieux que le WebSocket dans ce sens-là. Et donc voilà. Donc là, on a effectivement, parce qu'on utilise comment dire ça, mais en fait, sur les applis Android, c'est toujours on passe par dans l'applicatif, on dit je dois envoyer un message, et ensuite, selon si le client il est sur iOS ou si c'est un client Android, c'est là qu'il va y avoir une branche. Donc effectivement, pour la partie iOS, on va utiliser une librairie AWS parce que c'est SNS derrière. Mais côté Android, on n'utilise pas SNS, on utilise directement du WebSocket. Et donc voilà. Donc, d'autres questions ou d'autres expliquez vos problématiques ou vos... Bon, ben... merci. Je reste autour si vous avez des questions. Merci.